Je voudrais d'abord dire merci à Fanny Abadi pour ce qu'elle est, et puis pour ce forum que je trouve particulièrement précieux et rare, parce qu'il est à la fois plein de rigueur intellectuelle, et il ouvre à la dimension du cœur et de l'âme, et à l'Orient, à l'Occident aussi, mais je trouve que trouver tout à la fois, c'est extrêmement rare. Voilà. Alors moi, je suis donc journaliste dans la presse féminine, qui n'est pas, comme vous le savez, à proprement parler, le lieu ni de l'intelligence ni de l'âme. Soyons clairs. Bon, j'ai même pas besoin d'expliquer, je vois que tout le monde a compris. J'ai jamais compris pourquoi. Parce qu'il me semble précisément que, en tant que femme, on a accès un peu peut-être plus facilement que les hommes à ces deux dimensions en même temps, et qu'on pourrait faire un journalisme extraordinaire. Et je ne comprends pas pourquoi la presse féminine se contente d'être ce qu'elle est. Alors, cela dit, c'est une position, la presse féminine, qui finalement a des avantages. Je vais vous en donner un. Moi, j'ai réussi à travailler 20 ans à Madame Figaro sans être de droite. Mais personne ne me demandait rien puisque je n'étais pas censée penser. Donc ça, moi, c'était assez pratique. Et puis, j'ai pu aussi aller explorer des domaines qui paraissent un peu limites et dans lesquels des journalistes sérieux n'ont pas tellement envie d'aller fourrer leur nez. J'ai ainsi eu la chance de faire une série de reportages sur les phénomènes un peu extraordinaires, ce que la science n'explique pas encore. Les états modifiés de conscience, les phénomènes paranormaux. J'ai fait toute une série de reportages, qui était d'ailleurs avec France 2, qui s'appelait Les champs de l'invisible. Et nous sommes allés dans différents pays, examiner un peu des gens qui avaient fait des expériences particulières et les scientifiques qui les étudiaient. Et puis enfin, dans cette presse féminine, elle m'a permis également d'échapper à une règle. On est marginaux, si vous voulez, d'une certaine façon. Donc, on n'est pas trop soumis aux règles impératives, dont la toute première, qui est celle qu'on apprend dans toutes les écoles de journalisme, c'est qu'un arbre ou une maison qui tient debout, ce n'est pas une information. Un arbre ou une maison qui tombe, c'est une information. Qui fait que le journalisme, enfin c'est un peu bateau de dire non, ça a été beaucoup répété, mais malgré tout, ça reste vrai, et quand même beaucoup plus centré sur tout ce qui va mal, et le commente abondamment, et voilà, que sur l'autre partie de ce monde qui fonctionne, qui est créative, qui a des initiatives. C'est ce que Jean-Claude Guilbeault appelle un journalisme hémiplégique. Parce que justement, il y avait une espèce de malaise chez les journalistes. A été créé il y a, je ne sais plus combien de temps, ça fait 4 ans, non, l'agence Reporter d'Espoir, qui a été créée par des gens qui n'étaient pas journalistes à l'origine et qui, faisant un tour du monde, ont rencontré des gens de la société civile qui agissaient un peu partout dans différents pays et se sont dit, mais c'est incroyable, voilà des solutions au problème de l'eau, pas au problème de l'eau en général, mais au problème que pose l'eau dans telle région particulière, ou des solutions au niveau de la santé, de l'environnement, etc. Et on ne voit jamais ça dans les journaux. Pourquoi ? Alors donc ils ont décidé de créer une agence qui récompenserait les journalistes qui médiatiseraient ces informations dites positives. Alors on peut discuter sur le positif ou négatif qui est peut-être un peu... qui donne une notion morale, alors que c'est pas ça. Est-ce que c'est créatif ? Est-ce que c'est porteur de solutions ? Est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que ça sert à rien ? Voilà. Il se trouve que moi j'ai eu un de leurs prix parce que je faisais du reporter d'espoir sans le savoir. Je vais même vous dire que j'ai eu ce prix que j'aurais jamais eu étant dans la presse féminine, parce qu'on était, pareil, exclus un peu de tous ces domaines-là. Si ça n'avait été un prix qui était décerné à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on ne savait pas de quel journal ça provenait et de quel journaliste. Quand je vous dis que je faisais du reporter d'espoir sans le savoir, c'est que pendant 15 ans, j'ai eu la chance extraordinaire d'aller rencontrer un peu partout dans le monde des femmes qui se battent contre l'injustice, contre la souffrance, contre la maltraitance des enfants, contre tous les problèmes que soulève notre humanité. Et ce sont des femmes dont j'ai fait le portrait dans le journal, dans le cadre d'un prix qu'on appelait humanitaire, enfin bon, parce qu'on n'avait pas d'autres mots. C'est pas forcément de l'humanitaire, c'est juste humain. Ces femmes, elles étaient très différentes. Je voudrais vous en parler un petit peu aujourd'hui, même si on s'écarte du problème spécifique de
de ce que peuvent transmettre les médias. Je pense que justement, ayant eu droit de les rencontrer, de parler d'elles avec émotion, parce qu'elles m'ont émue et parce qu'elles ont des choses fortes à dire, eh bien, j'ai pu transmettre ce qu'elles étaient. Voilà. Donc ce sont des femmes qui sont de toutes les nationalités. Il y a des occidentales qui se battent dans le tiers-monde, des femmes qui ont osé entrer dans les prisons Je pense à une femme qui travaille à l'IRD, donc à l'Institut de recherche et de développement, qui est au Sénégal et qui a profité de sa position là-bas pour entrer dans les prisons des mineurs et pour améliorer considérablement les conditions de détention. J'ai vu rencontrer une femme en Bolivie qui, pareil, va dans les prisons, qui sont des prisons en Amérique latine ou dans les pays du Sud. C'est hallucinant. Elles arrivaient avec leur poids et leur énergie de femmes, à faire vraiment changer les choses. J'ai rencontré des femmes aussi qui allaient fourrer leur nez dans la condition des femmes en Afghanistan, qui avaient monté je pense à les Mères pour la paix, qui ont fait un énorme travail en Bosnie aussi, et qui ont monté à côté de Kaboul, à Istalif, une maison pour les femmes, où elles sont accueillies, où elles sont soignées, où elles peuvent recevoir des soins de gynécologie, où elles reçoivent une éducation, on les alphabétise. Enfin, voilà. J'ai aussi rencontré des femmes du tiers-monde qui se lèvent dans leur propre pays. Je pense à une femme extraordinaire qui s'appelle Maggie Barangitse, qui est burundaise, qui est Tutsi, et qui a assisté à des massacres effrayants entre Hutus et Tutsis, qui a récupéré des enfants orphelins. Elle a monté toute une œuvre maintenant au Burundi, et elle s'occupe de plus de 10 000 enfants. C'est une femme dont j'espère que vous aurez l'occasion un jour de la rencontrer, parce qu'elle a une parole de feu, elle est vraiment extraordinaire. Voilà, il y en avait beaucoup. Pramadasha, une népalaise qui s'occupe des femmes battues. Et puis j'ai rencontré également en France des femmes qui se battent contre l'exclusion. Je pense à Chantal Clairaut qui a ouvert les jardins de Cocagne, qui récupère des gens qui sont abîmés par la vie et qui se remettent petit à petit au travail à travers ce travail de la terre. Donc ce sont des femmes qui ont à la fois toutes les nationalités, qui sont de tous les âges. La plus jeune a 13 ans. C'est une petite Colombienne qui vit dans un bidonville, enfin qui vivait, je devrais dire, parce qu'elle a maintenant 20 et quelques années, et qui voyait ses petites amies enceintes à 13 ans, qui voyait ses amis garçons sombrer dans la drogue, la délinquance, etc., et qui s'est dit, mais c'est pas possible. Un jour, il y a une vieille dame qui est morte dans son bidonville, et elle la connaissait un petit peu, elle lui disait bonjour comme ça. Cette femme est morte toute seule, on n'a jamais su vraiment de quoi. Et cette gosse, à 13 ans, s'est dit mais c'est pas possible qu'on soit égoïste comme ça, que chacun ne pense qu'à son propre malheur, je vais fonder un centre. Elle n'a évidemment pas fondé toute seule, elle a trouvé elle était s'appuyer sur quelqu'un qui s'occupait de développement communautaire et qui lui a donné la possibilité d'ouvrir ce centre. La plus âgée que j'ai rencontrée, elle était partie en Amérique du Sud à 60 ans, passée pour s'occuper des enfants. Et en fait, elle s'est aperçue que ces enfants elle les trouvait tristes. Un enfant qui est triste, on lui chatouille le ventre, il ne rit pas, etc. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème de malnutrition. Donc elle est allée toute seule ouvrir un jardin, cultiver un jardin potager pour nourrir ses enfants. Alors, ça peut paraître des actions petites. Ce qui m'a fascinée, moi, c'est de voir que le pouvoir d'un seul avait la possibilité de vraiment changer autour de lui quelque chose. On vit dans un monde où on est écrasé par les mauvaises nouvelles, on est écrasé par un système qu'on ne comprend pas très très bien, un système économique, la crise financière, etc. Et on vit dans une impuissance. En fait, on croit à notre impuissance. Ces femmes ont montré qu'il n'y avait pas d'impuissance, qu'il y avait toujours la possibilité d'agir autour de soi. Et que chacun avait vraiment la possibilité de changer les choses. Et puis, j'ai eu envie d'aller plus au fond. Et ça, c'est vrai que c'est un travail qu'on ne peut pas tellement faire dans la presse. Déjà, on n'a pas de place. Alors déjà, parler du problème, parler de la solution offerte par cette personne, c'est bien, si on a la place de le faire. Et ensuite, j'ai voulu aller plus à la personne. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'on se lève ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas dans l'impuissance ? Je me suis rendu compte que ces femmes, elles n'agissent pas au nom d'une idéologie particulière, ni forcément d'une croyance religieuse. Ce ne sont pas forcément des droits de l'homiste à tout crin, ce ne sont pas forcément mais elles ont une conviction intime que
elles font partie de cette humanité et que le frère qui souffre, c'est elle. Voilà. Il y en a une qui m'a dit j'ai pas dépassé le stade, vous savez, en psychanalyse, on dit qu'avant 8 mois, on n'est pas distingué de son entourage. Elle me disait ça, elle me dit, j'ai pas dépassé le stade de l'enfant de 8 mois, quand l'autre souffre, je souffre. Ça, c'est une chose que j'ai trouvée partout chez ces femmes, c'est c'est plus qu'une sensation, cette conviction profonde d'appartenir par les fibres de leur corps. Je pense que c'est assez peut-être féminin de ressentir ça aussi. On est vraiment une même chair et que s'il y a un morceau qui souffre, ça ne sert à rien de tirer son épingle du jeu parce qu'on est partie prenante de cette souffrance aussi. Et puis enfin, ce sont des femmes qui vivent dans une autre logique que la logique de nos sociétés, qui est celle du toujours plus de biens, toujours plus de développement personnel, toujours plus de profit, toujours plus de moi. Une logique qui consiste à se pousser en avant en arrachant toujours plus à la vie et où on se retrouve en concurrence avec le voisin. Elles sont en empathie avec le voisin. Il y en a une d'entre elles qui m'a dit « Je ne pourrai plus vivre dans nos sociétés. Je ne supporterai plus l'abondance. » Elle, c'est une femme qui est française et qui vit dans un bidonville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, où elle s'occupe des malades du sida. C'est une femme extraordinaire qui a laissé repartir sa famille alors que son mari était le PDG de Nestlé à Abidjan. Et elle me disait ça, je ne supporterai plus l'abondance, il n'y a pas tellement de choses importantes dans la vie, ça se compte sur les doigts d'une main. Il y a le respect, l'attention et l'amour surtout. Voilà, ces femmes je voulais vous dire une chose aussi. Il y a une femme qui s'occupe des handicapés au Liban et qui m'a dit cette phrase, et je crois que c'est important aussi pour le débat qu'on va avoir tout à l'heure, quand Patrick parlait de la responsabilité des médias, de leur responsabilité sociale. Elle m'a dit, chaque fois que sur cette terre, un problème a été résolu, c'est pas par des décrets et des lois, c'est parce que quelqu'un, quelque part, l'a ressenti comme une brûlure sur sa propre peau et qui n'a eu de cesse d'éteindre ce feu. Alors effectivement, quand j'ai écrit ce livre, j'ai voulu vérifier si vraiment... Il y a beaucoup de grandes brûlées, ce que j'ai appelé les grandes brûlées dans ce livre. Mais je crois qu'elle pointait là quelque chose de très important, c'est qu'il y a une responsabilité individuelle et que ce n'est qu'un être humain qui peut soigner un autre. Alors ça veut dire quoi ? Dans le domaine de l'humanitaire que j'évoque là, qui, j'en ai parlé hier un peu brièvement à la table ronde, qui se professionnalise à mort, ces femmes offrent tout autre regard sur ce que c'est que cette question, c'est qu'est-ce que c'est qu'aider l'autre. On a tendance, notre système tel qu'il est conçu, on arrive occidentaux avec notre science, notre technique, notre argent surtout, et puis on dit attendez, on va vous arranger tout ça, voilà, on déverse. Et ce qu'elles m'ont fait comprendre, elles, avec leur action individuelle, c'est qu'on ne peut pas prétendre aider l'autre s'il n'y a pas de proximité avec celui qu'on aide. Il y en a une qui m'a dit, moi je ne suis pas venue pour... J'en ai parlé hier à la table ronde, elle a monté un programme pour les enfants du tsunami qu'elle fait dessiner pour les soulager un peu de leur traumatisme, puisque les enfants n'ont pas les mots, ils ont besoin des images. Comme ce programme fonctionnait très bien, le ministre de l'Éducation nationale de Sri Lanka, c'était au Sri Lanka, lui a dit « Est-ce que vous pouvez faire une formation pour les professeurs et puis faire ça à l'échelon national ?» Donc elle a dû faire appel à une grosse ONG qui croulait sous les dons du tsunami, puisqu'ils ont eu beaucoup d'argent à ce moment-là, et qui lui a dit « Oui, bien sûr, je vous finance, faites votre programme. » Et ça s'est très mal passé assez vite parce qu'elle, qui était dans un travail de fond, d'empathie avec ses enfants, on dessine, puis il y a un enfant qui craque, et puis alors on le tire à part, et puis il sort quelque chose qui était bloqué là depuis le tsunami et qu'il n'avait pas dit. Ces enfants asiatiques sont très souriants, ils sont pas vindicatifs comme peuvent l'être nos enfants occidentaux, ils renferment. Et là, bon, voilà, des enfants qui craquent et qui disent, voilà, maman est partie et moi, j'ai pas pu la rattraper, etc. Ils ont sorti tout ça. Et alors, derrière, il y avait la grosse ONG qui la finançait, qui lui disait, bon, alors, vous avez combien de repas, combien de matériel, envoyez-moi vos factures, etc. Et elle m'a dit, cette fille, elle a fait un master de droit, enfin, c'était une juriste à l'origine. Elle me dit, c'est pas la rigueur qui me dérange,
Mais je ne comprends pas cet humanitaire qui ne passe que par le quantitatif. Je ne comprends pas qui ne passe que par le combien d'eux. Voilà. Elle me dit, moi, je pense que ce qu'on a apporté à l'autre, ce ne sont pas des kits scolaires ou des couvertures chauffantes, c'est de l'humain, c'est de l'énergie humaine. Et ça, c'est pas quantifiable. C'était Xavier Emmanueli qui m'avait dit un jour, enfin il le dit partout, c'est pas de solidarité dont on a besoin, c'est de fraternité. Et ça, je crois que ces femmes m'ont vraiment fait toucher du doigt. Et puis alors, c'était Jacquard, oui, c'est ça. Jacquard nous disait l'autre jour, la capacité de rencontre est essentielle. C'est ce qu'elles nous ont montré. Je pense que dans le journalisme aussi, la capacité de rencontre est essentielle. Et que pour faire passer certaines choses, on a à aller à la rencontre du lecteur. Effectivement, on n'est pas que des informateurs. Moi, je pense que si ça paraît... je pense que les meilleurs papiers sont ceux qui donnent à sentir, qui donnent non seulement à voir, mais à sentir et à être. Et que c'est une mission du journaliste que de faire ça. Et pas seulement d'être dans cette œuvre de critique qui, au sens littéral du terme, c'est du discernement. Il faut en avoir, il faut aider à discerner. Mais je crois qu'aussi, on a besoin de transmettre autre chose. Voilà. Enfin, où les lecteurs ont besoin aussi qu'on leur transmette quelque chose. 2 petites choses encore sur ce que c'est qu'aider l'autre, que m'ont appris ces femmes. On dit toujours que... On dit pas toujours, mais on sait le don perverti, le don tout seul perverti. Ces femmes-là, parce qu'elles sont proches des gens qu'elles aident, elles m'ont toutes tenu le même langage et elles m'ont dit aider l'autre, c'est le remettre en contact avec ses propres ressources. Vous savez cette histoire qu'on raconte toujours, si tu veux aider quelqu'un, ne lui donne pas un poisson, mais apprends-lui à pêcher. C'est un peu ça, mais... Quand on va dans les camps de réfugiés, par exemple, on voit des gens totalement assistés, très bien assistés, par un humanitaire terriblement efficace, effectivement. Et ces gens perdent absolument tout pouvoir sur eux-mêmes. Ils n'ont plus de pouvoir sur eux-mêmes, sur leur vie, ils n'ont plus de pouvoir sur leurs enfants non plus. Et finalement, on se demande vraiment si on les a aidés. On les a sauvés matériellement, peut-être. Mais enfin, est-ce que ça suffit ? Donc voilà. Je pense à une femme qui travaille beaucoup avec à la fois les enfants soldats qui travaillent dans les camps de réfugiés, qui a aussi sa propre ONG aux Philippines, et qui me disait comment vous faisiez avant. Elle demande aux gens comment vous faisiez avant. Je trouve que ce qui m'a fascinée chez ces femmes, c'est qu'elles ont un sens elles sont capables d'accueillir les besoins de l'autre et non pas de les aider avec l'idée qu'elles se font de leurs besoins. Je vais vous prendre un exemple. Il y en a une qui a ouvert, c'est unique au monde, un hôpital pour les Touaregs. C'est dans une boucle dans un coin du Mali, là, dans une boucle du Niger. Et cet hôpital n'existe pas, en fait. Les nomades viennent, et puis il y a juste un bloc sanitaire où on soigne les gens. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un est malade dans une famille nomade, on prend le malade, on le met sur le chameau, on met les autres chameaux derrière, les tentes sur le chameau, le troupeau de chèvres qui trotte derrière, et puis on va faire soigner. Alors où on se met ? Elle leur a dit tout simplement, avec un bon pragmatisme bien féminin, mais écoutez, mettez-vous là, plantez votre tente, et puis on va soigner. Elle a ouvert au début, elle soignait sous l'arbre, après elle a ouvert un dispensaire. Et c'est comme ça qu'elle a fondé cet hôpital pour nomades, unique au monde, où ils viennent tous à 200 km à la ronde se faire soigner par cette femme. Et ça, cette capacité d'être proche des besoins, moi je trouve que, je l'ai trouvée particulièrement fine chez ces femmes. Alors que par ailleurs, j'ai fait beaucoup de reportages humanitaires sur des grosses ONG, etc. C'est des machines qui fonctionnent, bien huilées, mais qui souvent sont finalement, qui arrivent avec des idées toutes faites et puis sont loin des besoins personnels de ces gens. Donc cette espèce de pragmatisme qui permet aussi éventuellement de revenir en arrière si on a fait fausse route, de changer de cap. La personne qui a ouvert cet hôpital, c'est les médecins, puis elle s'est rendue compte qu'il y avait des problèmes d'eau un peu plus loin et que ce n'était pas possible de faire de la médecine au milieu de la brousse si on ne faisait pas un puits. Bon, elle fait un puits. C'est qu'il y a une forme de plasticité. Bon voilà, je me suis un petit peu étendue, mais je voulais juste dire que ces solutions locales pour un monde global, dont on parle beaucoup, qui sont un peu les
qui sont des initiatives personnelles. C'est celles que voudrait médiatiser Reporters d'Espoir. Et c'est, je pense, notre honneur à nous, de journalistes, que d'aller pêcher ces informations-là et de les faire remonter pour donner une autre idée de ce monde, une idée plus juste, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui s'activent, qui font ce qu'ils peuvent pour essayer de l'améliorer, et qu'on ne peut pas continuer à ratiociner sur toujours les mêmes choses en les ignorant totalement. Voilà. Je voulais vous citer juste, pour finir, une petite phrase de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christiane Singer, il faudrait que je la retrouve, qui est valable aussi bien pour le travail qu'ont fait ces femmes que pour notre travail de journaliste, me semble-t-il. Christiane Singer, je pense que vous la connaissez, c'est un grand écrivain et qui est un inlassable chercheur spirituel aussi. Voilà ce qu'elle dit. « Tout sur Terre est porté par nos visions. Toute guerre a ses débuts dans les yeux d'un vivant. Le premier tir d'artillerie ne crépite pas aux frontières d'un pays, mais dans une conscience d'homme. Et chaque paix sur Terre commence par se poser dans une main ouverte. » Merci.